Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un procédé critique, il y a quelques semaines j'avais évoqué Butch Cassidy et le Kid de George Roy Hill. C'est en toute logique donc que je m'intéresse à un autre long métrage de ce monsieur, sorti 4 ans après en 1973, de Sting, ou en version française, L'Arnaque, parce qu'il réunit au casting le même duo. Paul Newman et Robert Redford. Voilà, encore un hommage à cet acteur qui nous a quittés donc du coup il y a quelques semaines. À leur côté, nous avons quand même une belle ribambelle aussi d'acteurs américains fort connus à l'époque, qui le seront encore plus par la suite, notamment Robert Shaw. 2 ans après, il fera Les Dents de la Mer. Ouais, on le reconnaît un peu, mais bon. Charles Durning aussi, présent en tant que flic corrompu. Ray Walston, ou encore Dana Elcar, tiens, qui sera dans la série MacGyver 2 années après, ou le père de James Earl Jones, à savoir Robert Earl Jones, qui fait pas long feu dans le film, mais pour cause, hein. C'est un petit peu le personnage pivot qui va faire basculer l'intrigue. Et il s'agit d'un film d'arnaque, voilà, au sens large, sorte de style cinématographique qui ne m'intéresse pas plus que ça sur le papier. C'est vrai que bon, il y a quelques films de Soderbergh récents, entre guillemets récents dans l'histoire du cinéma, hein, que j'ai bien aimé, mais bon. Hein. Mais d'ailleurs, je me demande si Soderbergh n'est pas un grand fan de The Sting, parce que tu marques quand même, voilà, tu sens qu'il y a des petits trucs. Et ça on peut le dire, revitalise le genre à l'époque, hein, qui était déjà en verve avant, les films de gangsters, arnaque, tout ça, vous pouvez faire toute une sorte de croisement. On est dans le nouvel Hollywood, et donc dans l'écriture, c'est passionnant comme film. D'ailleurs, on va citer le scénariste, qui n'est pas George Roy Hill, qui avait écrit Butch Cassidy, mais un certain David S. Ward, qui, c'est l'un de ses premiers travaux, en fait. Il faudra par la suite, d'ailleurs, une suite à l'écriture aussi. Et Nuit Blanche à Seattle, dans un autre style. Alors, c'est un film qui est connu pour sa musique aussi, que vous l'entendez. Vous entendez peut-être un peu en fond, je l'ai mise discrètement là, les fameux Ragtimes de Scott Joplin, repris et réarrangés par Marvin Hamlish, donc c'est piano, basse-string et tout, du début du XXe siècle, hein, grosso modo à peu près, qui était toujours populaire peut-être, notamment dans les années 30 de la Grande Dépression, puisque le film se situe là, 1936, quelque part autour de Chicago. La banlieue de Chicago, je crois. Donc forcément, hein, qui dit Chicago, Grande Dépression, les années 30, dit aussi la mafia. Hein. Alors il n'y a pas Al Capone, là, du tout. Mais il y a quelques petites factions là, qui ont la main mise, hein, sur les choses. Mais il y a aussi des petits escrocs comme ça, à la sauvette, hein, du dimanche. Notamment celui joué par Robert Redford, qui s'appelle Johnny Hooker. Alors Hooker, c'est son vrai nom, j'en sais rien, mais Hooker... Voilà, il accroche, il attrape quoi, les choses, qui montent des petits trucs comme ça sur des passants. Bon. Avec son comparse Luther, joué par le père de James Earl Jones, donc. Et un beau jour, bah, ils interceptent quelqu'un, hein, ils récupèrent une grosse somme d'argent, plus que prévu, c'est absolument fou. Sauf que cette personne victime travaille pour un mafieux local assez huppé, un certain Doyle Lonergan, joué par Robert Shaw, qui va très vite se venger. Et nous sommes dans un principe qui sera repris souvent dans le cinéma américain, d'un gars qui décide d'arrêter, de raccrocher. Luther est trop vieux pour ses conneries, hein, vous connaissez, hein. Récemment j'ai parlé de police fédérale Los Angeles, mais bon, il y a eu l'arme fatale et tout, mais qui, au moment où il décide d'arrêter, c'est déjà trop tard, il va se faire buter par rapport à cette histoire-là, alors qu'il a sa vie de famille et tout, c'est un peu triste. Et du coup, Hooker n'a qu'une seule idée en tête, c'est se venger. Et se venger grâce à un des derniers conseils de Luther, qui, au moment de se retirer, dit « Je vais te mettre sur le chemin de quelqu'un d'assez expérimenté, plus haut, plus adepte des grosses arnaques, un certain Henry Gondorf, joué par Paul Newman. » Et donc, du coup, les deux se retrouvent, se rencontrent dans une scène assez mémorable. Oui, ben, y en a un qui pleure la mort de son ami et l'autre qui a envie de le venger. Scène mémorable parce qu'il est complètement sous, hein, il est dans son lit et tout, et les premières discussions entre les deux, c'est au moment où le jeune, là, on va dire, le plus jeune des deux, Hooker, va essayer de dessouler sous la douche, comme ça, dans la baignoire, la légende. Ouais, c'est comme ça que la légende apparaît, forcément, l'autre tombe un peu de haut. Bon, c'est un petit peu d'humour décalé comme ça, c'est intéressant, et ça renforce déjà l'idée du buddy movie potentiel, même si c'est moins buddy movie quand même, si on veut, que Butch Cassidy et le Kid. L'idée d'association là, avec le charisme des deux acteurs, évidemment, ça fonctionne de suite. En plus, c'est amusant parce que Paul Newman avait déjà joué un escroc comme cela dans un film sorti une dizaine d'années avant, hein. En français c'était L'Arnaqueur,
qui aura eu sa suite, hein, La couleur de l'argent, faite par Scorsese, on connaît l'histoire. Et donc ces deux vont s'associer pour gérer la vengeance et tenter, du coup, pour cela, de faire finement, c'est-à-dire créer un énorme coup d'arnaque, pour piéger ce Doyle Lonnegan à travers plusieurs choses. Ça va passer par du poker dans un train, parce que les trains qui étaient gérés par des conducteurs ou responsables du train qui fermaient les yeux devant les paris sportifs truqués, enfin le jeu, c'est interdit le jeu aussi là, et aussi les courses de chevaux également truquées évidemment. Sauf que évidemment ce long con, parce que c'est ça un peu le terme américain, enfin de big con, on passe de simple con, big con et peut-être au long con. D'ailleurs ça a été le titre d'un épisode de Lost avec le personnage de Sawyer. Et je pense que ce genre de truc avait été inspiré par ce film, hein, The Sting. C'est-à-dire que cette big arnaque, là, cette grosse arnaque, va prendre des chemins tortueux. Quitte à ce que le spectateur lui-même soit arnaqué. Et c'est l'intérêt de ce film, c'est que vous regardez tout cela, et vous allez vous faire avoir par la brillante écriture du scénario, et les mises en place des faux semblants, etc. Et donc c'est un film d'écriture, avant tout, plus que de mise en scène. C'est intéressant dans le principe, c'est pas ce qui, on va dire, m'accroche le plus, Hooker, c'est amusant, mais c'est très bien fait dans ce que ça propose. C'est-à-dire qu'arrivé au bout, oui, tu ne peux être que sur le cul, sans faire de mauvais jeu de mots, par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire que on n'a pas tous les éléments du plan, du grand plan, on a certains trucs, mais nous, spectateurs, on va découvrir plus, peut-être derrière, avec des personnages secondaires et tout, machin. Bon, l'intérêt n'est pas forcément que dans cette idée aussi. C'est un très bon film de reconstitution, décor-costume. Voilà, les années 30, d'ailleurs, le film commence une sorte de travelling comme ça pour le quartier, avec les diners, les voitures d'époque, tout ça. C'est passionnant, hein, cette ambiance. C'est très réaliste dans un certain sens. D'ailleurs, le scénario a été écrit inspiré d'une histoire vraie. Donc pourquoi pas. Mais ça fait aussi un peu factice dans la construction de ces faits, de ces endroits et tout. Et je pense que c'est voulu. C'est-à-dire que vous avez à la fois le côté on y croit, mais on n'y croit pas trop. On voit quand même que c'est du cinéma. Mais dans le film, nous avons aussi du cinéma. Nous avons de la mise en scène dans l'histoire qui nous est présentée ici en mise en scène. Donc c'est tout l'intérêt de ce film. Et à l'image de ce que George Roy Hill avait fait dans Butch Cassidy et le Kid, il joue aussi sur le temps du montage, de certaines ellipses et de la progression de l'histoire. C'était encore plus flagrant dans Butch Cassidy et le Kid, il y avait quelque chose d'assez étonnant dans l'atmosphère, time-lapse presque, hein, de certaines choses. Là, on en a un moment de time-lapse avec des transitions, montage en volée, la wipe, comme ça, ou par-dessus, ou à côté, comme ça. Quand on voit le personnage de Robert Redford rentrer un petit peu dans le monde de celui de Paul Newman et apprendre un petit peu certaines choses, si on veut, se faire la main, quoi. C'est bien, voilà, c'est assez ludique et on voit que c'est bien travaillé à ce niveau-là. On peut citer au montage la présence de William Reynolds, voilà, qui savait bien gérer cette idée-là, et on sent qu'il était très chevronné, hein, il bossait depuis les années 30, donc là-dessus, pas de souci. Il y a peut-être un cachet aussi montage à l'ancienne, peut-être de certains points. Oui, on peut voir aussi quelques apports de ce que peut-être a été mis en place dans les années 30, certains films de gangsters pré-Codays ou un peu après, ou avant quand même surtout, donc c'est passionnant. Et après, évidemment, c'est un film aussi d'acteurs. Il n'y a pratiquement pas d'actrice, il y en a une qui est quand même importante dans l'histoire, mais elle est secondaire quand même. Hein. C'est Eileen Brennan qui joue Billy, qui est une amie du personnage de Robert Redford. Un petit peu le côté mastringue autour, cabaret et tout, donc ça participe plus au décor qu'autre chose quand même. Mais ouais, c'est un film de mecs qui veulent s'arnaquer entre eux et avoir le dessus. C'est un film de domination aussi, parce que il y a cette idée de rivalité qui se met en place, au-delà de la vengeance, même entre les deux, parce que t'as le nouveau qui débarque, qui veut peut-être être à la hauteur de ce maître, de cette légende, et qui s'adapte très très bien, hein, de toute façon. Et après voilà, il y a des petites scènes aussi de gangstérisme dans la rue, hop, tac tac tac, ça tire. Même si justement, on voit... C'est marrant parce que, je sais pas si le film a eu un gros budget, mais il y a peu de figurants. Je crois que ça a été voulu. George Roy Hill, il voulait faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de gens autour, donc du coup, vous voyez, le réalisme tombe un peu, pour rendre hommage à des films de gangsters d'antan, là pour le coup, qui, budget oblige, etc., et pour rendre l'intimité de ces histoires-là, faisait en sorte qu'il y avait très peu, voilà, de passants, de badauds, et bon, des petites économies comme ça. On pouvait imaginer que dans la réalité des choses de l'époque, quand il y avait des règlements de compte ou autre truc comme ça, il y avait forcément des gens qui se baladaient et qui pouvaient prendre peur et tout.
Et là, tu as un peu l'impression que la ville, clairement, leur appartient à ces gens-là. Que ce soit, du coup, à ces gangsters, arnaqueurs de toutes sortes, à ces policiers plus ou moins corrompus. Il y a le FBI qui débarque aussi. Hein. C'est un petit peu cette époque-là, on commence aussi à avoir le FBI au-delà de la police, ou des gens infiltrés et tout. Là aussi, le faux semblant dans le faux semblant, mais quel est le véritable faux semblant? Pour ceci, il faut arriver au bout. Donc spoiler pour la fin quand même, elle est vite fait. J'adore cette fin. Voilà, qui, arrivé au bout, je me suis dit, ah quand même, voilà. Parce que avant le climax, alors tout est chapitré avant, hein, c'est intéressant aussi, de setup, de Wire, et puis du coup à la fin de Sting Tank, où on est piqué au vif, où il y a la révélation, et nous spectateurs, on a cette piqûre-là de what the, hein, et c'est super bien géré parce que tu vois pas le truc venir, d'accord, il n'y a pas que l'idée du twist et du scénario, mais c'est bien montré et monté aussi. À la fin, on a l'impression qu'en 10 secondes, tout va très très mal se terminer, façon Bonnie and Clyde et tout ce que vous voulez, hein, où Gondorff va tuer le personnage Hooker, donc Duman tue Redford, parce qu'il pense qu'il y avoir trahison, je vais pas rentrer dans les détails d'avant des courses truquées et tout, parce que ça on s'en fiche. Et après il se fait tuer par le FBI, il se dit oh la vache, quelle fin brutale et tout. On est là et c'est super bien réalisé, hein. On se dit oui, bah, ok, on l'avait pas vu venir comme ça. Mais en fait ce qu'on n'avait pas vu venir c'est que c'était en fait une mise en scène dans la mise en scène, et que c'était des faux gens du FBI là. Et du coup, oui, c'est du faux sang, etc. Et c'est pour ça que je parlais de faux semblants et de films de mise en scène, parce qu'on a du coup cette mise en scène dans la mise en scène là finale, et je trouve que c'est passionnant. Puis les deux après décident d'aller chacun sur leur chemin, hein, au final. Alors il y a aussi de blagues autour du personnage de Hooker qui va beaucoup jouer dans les jeux et perdre forcément l'argent qu'il a gagné. Bon, c'est comme ça, c'est son destin peut-être. Et une finalité très film muet à l'ancienne, où ça se finit en iris comme ça, hein, quelqu'un qui part sur la route, peut-être un hommage à Chaplin, j'en sais rien. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que George Roy Hill, avec ce film-là, il a réussi un double jeu aussi, nous prendre, nous, spectateurs, à notre propre piège, mais aussi insuffler quelque chose du nouvel Hollywood dans ce style de film-là, et rendre hommage à des films plus anciens. Je ferme la zone spoiler pour dire que finalement, L'arnaque de Sting, c'est un grand film du genre, en fait, dans ce style-là, dans la maîtrise, dans ce que ça dit sur le cinéma aussi, sur l'époque qui est questionnée là, c'est-à-dire qu'il y a eu le double époque, le double du film, hein, double jeu dont je parlais un peu à la fin de la zone spoiler, de faux semblants et tout, mais cette idée, on est ancré dans les années 70, on fait un cinéma autre qui est de façon un petit peu plus dynamique et moderne, donc quand même, mais très ancré dans un autre temps, puisqu'on reconstitue les années 30, donc on rend hommage aussi à des films de cette époque, voire même antérieurs. Donc ça fonctionne. Par contre, évidemment, moi n'étant pas ultimement... c'est pas le genre de film que je vois tous les dimanches, quoi, vous voyez. Mais on ne peut que voilà, se prosterner devant ce qui est proposé là, avec évidemment un très bon duo, qui a rempli là après Butch Cassidy et le Kid. Et ça fonctionne dans une autre dynamique quand même. Donc c'est pas que en mode tiens on va les reprendre parce qu'on va faire pareil que non. Il y a quelque chose d'autre. Dans un autre contexte historique qui prolonge en fait ce qui a été fait, alors, je veux dire dans la chronologie américaine, qui prolonge ce qui a été fait dans le film sorti 4 ans avant. Donc pourquoi pas? C'est quand même bien, tout simplement. Il y a une suite, je ne sais pas si je la verrai, de toute façon c'est pas avec les mêmes acteurs. Pour la petite anecdote, il y aurait dû avoir Jack Nicholson. En fait le duo a été recréé un petit peu comme ça, mais je crois que c'est... alors je sais plus si c'est à la place de Paul Newman ou probablement de Robert Redford, mais Jack Nicholson a décliné parce que l'année d'après, on le verra dans l'excellent Chinatown. Donc il a quand même, il a mal fait, il a bien fait à la fois, il a fait un choix, dans une autre forme de légende si vous voulez. À vous la parole en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de L'arnaque de Sting de 1973, et on en discute ci-dessous. Je vous dis à la prochaine, ciao.